et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois cette semaine, des actualités matapédiennes qui vous font voyager d'un bout à l'autre de la Matapédia. Et on commence tout de suite avec une conférence de presse qui a eu lieu avant les fêtes du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui dévoile son engagement pour le développement durable. Monsieur Maurice Veilleux, nous vous recevons aujourd'hui pour parler du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, dont vous êtes le président. J'aimerais qu'on parle d'abord d'un virage que vous voulez prendre plus éco-responsable. Vous avez emmagasiné chez vous de la vaisselle compostable que vous voulez distribuer. Puis ça vous a mérité un prix pour le prix de l'Union. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que vous avez fait comme engagement? Bien, l'idée de base, c'était de trouver des marchés pour la fibre que les producteurs forestiers peuvent récolter. Puis, me questionnais sur toute la vaisselle, les barquettes en épicerie, tout ça, qui sont en styromousse, qui prennent le chemin de l'enfouissement. Ça n'a aucun recyclage possible pour ça. Puis c'est là qu'on s'est mis à regarder qu'est-ce qui se faisait et qu'on a déniché cette vaisselle-là qui est compostable. Fait qu'on on en a acheté au niveau du syndicat, puis on la revend là, aux organisations là, à petit volume. Et s'il y a des gens qui ont besoin de gros volumes, bien, on leur donne l'adresse du distributeur pour ce produit-là. Et les ustensiles aussi sont tous compostables. Et bien, c'est ça, là, on a soumis notre candidature au niveau du prix de l'Union, au niveau du congrès de l'UPA la semaine dernière, puis on était finaliste. Je dois dire que l'autre projet qui a remporté le premier prix était quand même un projet qui avait nécessité beaucoup plus de participation des gens. C'est nous au syndicat qu'on l'a mis en place, puis on en fait la promotion. On invite les gens à acquérir cette vaisselle-là pour en faire le service compostable et aussi pour en faire la promotion par des différentes personnes qui l'utilisent. Puis on sait qu'on a, à Rivière-du-Loup, on a une des 3 ou 4 usines du Québec qui utilisent les matières compostables pour transformer en biogaz. Et on sait que, bon, il manque de matières premières là, dans ces usines-là. Parce que le bac brun, finalement, là, il n'est pas utilisé à grande échelle. Puis il y a quand même beaucoup de monde dans une région comme la nôtre qui faisait déjà le compost à la maison là, pour leur jardin, tout ça. Fait que, par contre, cette vaisselle-là, si elle prend de l'ampleur au niveau du Québec, bien, le monde en ville, ils vont pas le mettre dans le bac brun. Puis les usines, là, il y en a quand même 3 là, qui sont plus au centre du Québec. Là. Ils vont pouvoir les utiliser, puis en faire la promotion, puis développer, puis éviter l'enfouissement de ces vaisselles-là. Dans un deuxième temps, ce qu'on a aussi décelé, c'est l'ensemble des emballages là, pour les produits électroniques qui se fait en styromousse. C'est des immenses volumes de styromousse. Puis ça se remplace facilement par une pâte, des choses moulées en pâte forestière. Ça se fait déjà, là. Bien, ça serait... Si on éliminerait ces deux choses de styromousse-là, je pense que c'est ceux qui nous viennent à l'idée. Ça serait déjà beaucoup, beaucoup de volume qui ne serait plus dans les sites d'enfouissement puis qui ne pourrit pas. Tu vas le déterrer au bout de 20 ans puis il est encore pratiquement intact. Là, la suite, ben c'est le syndicat, on a pris nos appelots, on a demandé un peu comment ça fonctionne puis tout ça pour en devenir à avoir un décret. Fait que dans un premier temps, il faut soumettre un mémoire au niveau des différents ministères qui sont concernés par le styromousse. Et là, notre équipe, au niveau du syndicat, a écrit un mémoire qui va être déposé au niveau des différents ministères, demandant finalement l'abolition des styromousses les remplacer par des choses qui sont là. On ne demande pas d'inventer la roue, c'est des choses qui sont là. Ça prend une volonté gouvernementale et il y a déjà des municipalités qui commencent à embarquer dans ça.
Mais au niveau des emballages, c'est sûr que c'est plus que les municipalités parce que on sait comment ça vient de d'autres pays puis tout ça. Mais il va falloir à un moment donné que ce qui est livrable au Québec, c'est en pâte. C'est avec des cartons et non du styromousse. Ça, c'est là qu'on c'est là qu'on avance. On est bien conscient qu'on n'aura pas ça demain matin, mais avec l'appui, publicité, la campagne, comme ici les entrevues, tout ça, pour sensibiliser le monde à utiliser ces vaisselles-là. Quand ils font surtout, c'est ainsi de l'année, ils font des parties. Ouais. Les traiteurs, pour quelques sous de plus, sont pas très, très enchantés de prendre cette vaisselle-là. Mais quand c'est demandé, bon, là, on fait le prix en conséquence, mais ça ne représente pas là, $1 par couvert par personne qui va dans un buffet. Là. C'est des cents. Et puis à l'autre bout, ben le bac brun, tu sais, dans un buffet, là... Quand le bac brun remplace le bac vert, on sauve beaucoup d'argent. Puis là, ben tu sais, l'assiette de styromousse, puis il reste un morceau de fromage, elle va aller dans la poubelle. Si c'est une assiette compostable, le fromage, puis le morceau de sandwich, il va tout aller dans le bac vert, dans le bac brun tout de suite. Fait que c'est là que, tu sais, l'utilisation de cette vaisselle-là va augmenter de beaucoup, surtout dans les événements, là, elle va augmenter de beaucoup l'utilisation du bac brun. Parce qu'il n'y a pas grand traiteur qui prend la peine de séparer un de l'autre. Mais là, si tout peut aller dans le bac brun, bien, ça va être d'autant mieux. Puis là, bien, pour les emballages là, de styromousse, là, pour les TV, les ordi et tout ce qu'on veut, bien, je pense que les acheteurs de ça, s'ils peuvent mettre ça dans le bac brun, le carton dans le bac bleu, bien, on va y gagner beaucoup à ce niveau-là. C'est tout à votre honneur. Et ben, on pourrait parler aussi de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Ça, il y a eu aussi un changement à ce niveau-là. Il y a de l'avancement, finalement. Bon, bien, nous autres, le syndicat, je pense qu'on a été précurseurs à alerter les différents ministères là, que la tordeuse était aussi en forêt privée. Parce que le ministère a mandaté la SOPFIM pour arroser en forêt publique depuis 2014, je pense. Puis la forêt privée avait été oubliée. Et l'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, l'Est et la Gaspésie, on est des forêts, beaucoup de résineux, forêts privées et publiques. Et la tordeuse, c'est ici de Calais. Elle n'est pas dans le centre du Québec, dans les forêts feuillues. Fait que ça a été un défi de sensibiliser les différents ministères à allouer le budget, mandater la SOPFIM pour faire les arrosages. Puis dans un premier temps, en 2018, la SOPFIM, ça a quand même été un peu une course contre la montre, parce que ça a été en dernière minute, là, durant l'hiver, qui ont mandaté les groupements forestiers pour identifier les parcelles qui devaient être arrosées. Et ils ont dit, ben là, on va faire 10 hectares et plus. Il y a pouvoir regrouper deux producteurs qui faisaient 10 hectares. Et là, nous, on a dit, bien là, il faudrait faire des superficies plus petites, parce qu'il y en a beaucoup de superficies plus petites qui ont été amenées par soit la réglementation municipale qui demandait que les superficies soient beaucoup plus petites, 4 hectares. Le statut de producteur forestier, c'est 4 hectares. Et la certification aussi forestière qu'on a ici, nous autres, en région, va limiter un peu là, les superficies pour protéger la faune puis la flore. Fait que le 4 hectares est devenu une demande des syndicats forestiers en appui avec la Fédération provinciale pour que le gouvernement demande à la SOPFIM de faire 4 hectares, de 4 à 10 hectares, que ce volume de forêt-là soit traité aussi. Il faut bien comprendre qu'on ministère va prioriser des forêts sur lesquelles il y a eu déjà des interventions, soit des travaux d'éclaircie, de la succession ou des plantations. Okay. La forêt mature, elle se doit d'être récoltée. Ça, c'est logique de ne pas arroser forêt mature. Fait que, comme propriétaire, ben, si vous êtes sous aménagement, c'est de contacter votre forestier de famille, qu'on appelle, votre technicien forestier, pour lui demander, finalement, s'il a identifié s'il a été sur votre lot, si vous avez identifié. Ça peut arriver qu'il vous réponde, ben, tu n'as pas renouvelé ton certificat ton contrat d'aménagement.
À ce moment-là, ben là, tu te dois de renouveler ton contrat pour ta convention pour que là, ton technicien retourne identifier en premier temps sur les cartes et par une marche terrain, identifier, voir si tu as vraiment des parcelles qui sont affectées par la tordeuse. En même temps, ben, la SOPFIM, elle a placé des places échantillons pour voir s'il y a de la tordeuse, voir si les arrosages fonctionnent. Puis ça, si vous passez en forêt dans des chemins privés, vous allez voir, il y a une petite écriteau qui demande de la laisser là. Ça, c'est des points de repère pour voir quand ils font des pièges là, pour collecter, pour voir si le résultat était bon. Puis je pense qu'on peut dire, après 2 années d'arrosage, que l'intervention en vaut la peine. On voit vraiment... ça, il faut être en forêt pour être capable de l'expliquer là, sur les images. On voit vraiment là, qu'il y avait eu de la défoliation. Puis depuis 2 ans, là, il y a des épines. Okay. Donc, ça se voit à l'œil. Il faut savoir un peu où c'est encourageant un peu. Oui. Ça, les arrosages, là, je pense que on faisait pas juste demander parce que, oui, c'est très utile, puis c'est fonctionnel, ça porte... on va sauver nos forêts avec ça. Nos jeunes forêts vont être sauvées grâce aux arrosages là, qui ont été effectués ou qui vont être effectués dans les prochaines années. Alors, ben c'est de bon augure, tout ça. On peut espérer que, justement, ça continue comme ça. Puis, est-ce que vous avez encore d'autres demandes à faire au gouvernement? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Au niveau de l'aménagement, là, on a, la semaine passée, l'annonce qui a été faite en même temps que le 4 hectares. Ils ont annoncé un 3 millions qui, M. Landry me disait que nous, ici, le Bas-Saint-Laurent, on va avoir 1,5 million là-dessus pour la remise en production. Il faut dire qu'il y a des forêts, comme celle qu'on avait visitée en conférence de presse au mois de juin. C'était un peuplement, là, lui, qu'on a vu qui était très dégradé. C'était un peuplement, une succession. Il n'y avait pas de bois récupéré là-dessus, mais il n'y avait plus rien. C'était tout mort. Ça, c'est dans Saint-Florence, un coin là, qui a été... Saint-Florence-Sainte-Marguerite, c'est un coin dans la vallée qui a été beaucoup plus affecté vite que l'Ouest. Là. Okay. Puis ça, là, le propriétaire, là, il est face à rien. Il n'y a pas de bois récoltable. Ça va tout renverser. Et on devait prendre 30 ans avant qu'il réussisse à ressurgir, je ne sais pas trop quoi là-dedans. Puis là, l'idée, ben, c'est que tu recommences à zéro. Tu pognes les machines, tu mets ça en digue, puis tu recommences. Fait que ça, là, on va avoir 1,5 million pour le Bas-Saint-Laurent supplémentaire de budget pour faire de la remise en production de ce type de forêt-là là, qui a été dégradée. Aussi, des forêts qui ont été obligées d'être récoltées et qu'il n'y a pas de régénération naturelle dans le fond. C'est des forêts qui vont être remises en production, puis c'est même cette enveloppe-là. Puis l'argent, on l'aurait eu faire ça parce que c'est des travaux prioritaires. Sauf que dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, eux auraient manqué de budget pour faire de l'aménagement plus régulier parce qu'ils ne sont pas affectés présentement par la tordeuse. Et tout ce qui se fait dans l'est pour protéger au niveau de la tordeuse, parce que ça va être un essai là, arrosé sur 4 hectares, excusez, ça va profiter, mais que la tordeuse à l'ailleurs. La tordeuse, elle ne restera pas ici. Là. En 80, elle s'est promenée, là, puis c'est ce qu'elle va sûrement faire encore. Là. C'est une nouvelle... Espérons que... Fait que c'est... Tout ce qui se fait dans l'Est présentement, c'est l'école d'apprendre, de demander, les pressions qu'on fait, tout ça. Bien, les producteurs de l'Ouest vont être gagnants parce que, l'étude va avoir été faite. La trail va avoir été débroussaillée, qu'on pourrait dire. Puis là, avec ce budget supplémentaire-là pour le réaménagement, bien, on ne prendra pas du budget d'un bout du territoire pour le ramener à l'autre pour faire des travaux urgents. On va laisser, en tout cas, on va en laisser à l'autre bout pour qu'ils fassent leurs travaux réguliers pour que la forêt continue à se développer. Dans les années 80, on parlait de rupture de stock. Il n'y a jamais eu de rupture de stock. Non.
parce qu'il y a eu de l'aménagement, parce que, bon, OK, il y a eu moins de consommation de fibres, la fibre, elle s'est consommée autrement, etc. Mais il n'y a jamais eu de rupture de stock. Ça, je pense qu'il n'y a pas eu de rupture de stock, c'est parce qu'on a travaillé intelligemment. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Maintenant, on va aller compléter avec le directeur général, cette fois, du syndicat des producteurs forestiers. J'aimerais qu'on complète un peu le dossier de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Bon, vous êtes dans la cellule. Expliquez-moi un peu, là, qu'est-ce que vous avez comme rôle? Bien, c'est qu'au départ, comme M. Veilleux le disait, on était pris avec le dossier de la tordeuse, puis c'était ici, là, c'était vraiment là, problématique, puis c'était urgent qu'on agisse. À partir de ce moment-là, il y a eu des revendications qui ont été faites. Et au niveau de la Fédération des producteurs forestiers du Québec et du RESAM, qui est le regroupement des groupements forestiers, bien, on a fait front commun pour exiger qu'il y ait une cellule d'urgence qui se mette sur pied. Fait que, cette cellule d'urgence-là, c'était pour mobiliser ensemble nos efforts, les deux organisations de propriétaires, pour qu'il y ait un plan d'intervention mis en place avec le ministère des Forêts, parce qu'on savait déjà qu'il y avait des arrosages qui se faisaient sur forêt publique. Fait qu'il fallait qu'il y ait des choses qui se fassent sur forêt privée également. Puis, à partir des revendications qu'on a faites, puis je pense qu'au niveau de l'Est, on a une table de concertation forêt privée qui existe, qui a été mise sur pied en 2014. Et cette table-là, bien, tous les intervenants, l'industrie, le syndicat, les groupements, l'agence, le ministère, les MRC, on est présent là-dessus. Ça fait que ça donne une force de frappe et une meilleure écoute. Le gouvernement, c'est difficile pour un gouvernement de dire quand une demande est concertée de cette façon arrive, bien, c'est difficile de ne pas en tenir compte. Fait que c'est pour ça qu'on a fini par avoir, malheureusement, en retard, mais on l'a eu quand même. Ça fait que, parce qu'on pense qu'on a perdu comme... si on serait intervenu avant avec les arrosages, on n'aurait pas eu de perte de volume de bois. Puis on remarque à des endroits qu'on a des pertes de volume de bois. Ça aurait arrivé 1 an ou 2 avant les arrosages, puis on n'aurait pas perdu. Maintenant, là, on est arrivé avec une nouvelle annonce la semaine dernière. Le ministre est venu à Rivière-du-Loup annoncer le 4 hectares et moins. Puis ça, c'est important, le 4 hectares et moins. Puis pour les gens de la SOPFIM, 4 hectares, il y a sûrement des superficies de 2 hectares qui vont être arrosées également. Ouais. Parce que... oui, c'est ça. Puis l'arrosage sur forêt privée, à date, l'arrosage se fait en hélicoptère. Ça fait que c'est... ça peut... des fois, ils peuvent s'échapper un petit peu, puis... élargir un peu la zone. Puis c'est ça. Puis moi, je pense que c'est sûr que les revendications au niveau de la cellule d'urgence, on va continuer. On a eu 3 millions d'annoncés pour la remise en production. C'est sûr qu'on n'a pas refusé l'argent, on l'accepte, mais il va falloir continuer les revendications de façon à en obtenir plus parce qu'il en manque. Nous autres, pour bien dire, pour le Bas-Saint-Laurent, ça aurait pris au moins 3 millions de dollars par année pour les prochaines années. Mais il reste qu'il y a un premier pas de fait. Le gouvernement, ça fait pas 20 ans qu'il est là. C'est un nouveau gouvernement. Il a tendu l'oreille, puis je pense qu'il fait son possible pour bien nous accompagner. Et nous, on veille au grain avec l'ensemble de nos représentants politiques, avec notre président. Il y a des contacts... avec les différents représentants du territoire. Fait que je pense qu'on va réussir, selon moi, à contrôler l'épidémie de tordeuse de bourgeons d'épinette là, pour les prochaines années. Puis quand on sera rendu... Parce que ça, c'est... La tordeuse, c'est pas comme l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, c'est pas mal sûr qu'on ne gagnera jamais, là, le gros lot. Mais la tordeuse, c'est l'inverse. Tout le monde va l'avoir. Ouais. Ça fait que c'est ça, malheureusement. Et comme action directe que vous faites avec vos membres, dites-moi un peu comment vous fonctionnez, là.
Bon, on fonctionne tout d'abord, le syndicat des producteurs forestiers, comme tous les syndicats professionnels de producteurs, d'associations de producteurs, ça vise à défendre les intérêts sociaux, moraux, économiques de nos membres. Et pour ce faire, nous, au niveau du syndicat, on est impliqué beaucoup au niveau de la mise en marché des bois. Puis, on est là aussi pour défendre des programmes pour accompagner les producteurs, que ce soit au niveau de l'aménagement. Toutes les réglementations qu'on a environnementales, on est déjà, nous autres, au niveau du secteur agricole, du secteur forestier, avec nos plans d'aménagement forestier, parce que on a à peu près 70% de nos propriétaires de boisés au Bas-Saint-Laurent qui sont sous aménagement. OK? À ce moment-là, les programmes d'aménagement forestier, ils tiennent compte de l'aménagement durable des forêts. Ça veut dire qu'on tient compte de la faune, de la flore, des milieux humides également. OK? Donc, c'est sûr que nous, mais on a à faire les représentations nécessaires, puis faire comprendre, puis informer les gens des ministères, mais informer la population aussi en général, et nos élus municipaux, provinciaux ou fédéraux, que des efforts qu'on fait en foresterie pour être des gens propres, OK? Vis-à-vis nos voisins, mais vis-à-vis aussi notre environnement. Puis, si on ne respecte pas notre environnement, on va être les premiers à payer pour. Hein? Ça fait que c'est ça. Ensuite de ça, mais je pense qu'on essaie de développer des nouveaux marchés pour nos producteurs, puis essayer d'aller chercher aussi le meilleur prix possible pour que nos producteurs aient une expectative de revenus suffisants. Puis je pense qu'à un moment donné, nos producteurs, ils ont le droit de faire un petit peu d'argent parce que s'ils veulent renouveler leurs équipements, s'ils veulent se payer aussi, ils ont le droit de se payer des vacances de temps en temps, aussi, eux aussi. Même s'ils n'ont pas le temps. Oui, mais c'est ça. Mais fait qu'à ce moment-là, on est là pour défendre ces gens-là. Puis c'est sûr que moi, je suis là depuis 2014 comme directeur. Puis ce qu'on a essayé de faire, nous autres, c'est de développer le syndicat une approche partenariale au lieu d'une approche de confrontation avec l'ensemble des intervenants de la forêt. OK? Parce que la forêt au public, privé, au Bas-Saint-Laurent, c'est le pain puis le beurre d'une bonne partie de la population. Parce que dans chacune de nos communautés, on a des gens qui vivent de la forêt. Ouais. OK? Fait que, à partir de ce moment-là, je pense que c'est le travail de partenariat comme ça, je pense que ça a été un élément très positif. Puis il y a d'autres régions qui commencent à nous regarder aller, puis qui commencent à penser travailler comme nous autres. Pour ça, des fois, Maurice et moi, mon président, on a souvent, quand on est avec les gens d'ailleurs en province, on a souvent la petite boutade de dire que la lumière vient de l'Est. Oh. Puis aujourd'hui, mais ça tombe bien, moi je suis à l'Est de mon territoire d'action au niveau du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Ça fait que c'est un peu ça le travail qu'on fait. Puis je te dirais qu'à date, ça a donné beaucoup de résultats. Comme là, on développe des nouveaux marchés, on a des ententes ici dans le secteur Est, dans le développement de la biomasse forestière. On en a aussi dans le secteur Ouest. On est éparpillé un petit peu partout. Ça fait que... Puis il y a aussi des nouveaux marchés dans des essences où, comme le mélèze, on n'avait pas beaucoup de marchés là-dedans. Ça fait que là, on développe des marchés dans le mélèze. Avec le Cérex, des fois, ça peut aider aussi. Oui, c'est ça. Puis après ça, on a l'épinette Norvège aussi, qui est un peu laissée à elle-même, mais on a quand même des petits marchés ici et là. Fait qu'on a fait profiter nos propriétaires de toutes ces trouvailles-là qu'on fait au fur et à mesure qu'on... Puis on n'arrêtera pas, on aime travailler dans le développement.
Ouais, c'est bien. Mais justement, le développement, s'il y a des nouveaux joueurs dans le monde des producteurs forestiers qui aimeraient avoir plus d'informations, c'est possible de vous trouver sur Facebook, vous avez un site web. Ils peuvent nous appeler au bureau au 418-723-2424 puis demander pour le syndicat. Puis ils auront mes coordonnées aussi parce que moi, je réponds au téléphone 24 heures sur 24. En autant que c'est pas pour me faire insulter, il n'y a pas de trouble. Je suis là pour au service. Je suis au service de mes producteurs, puis c'est vraiment intéressant de travailler avec nos propriétaires de boisiers privés. Des gens dynamiques. Bien, merci beaucoup de votre passage aujourd'hui, puis on vous souhaite une très belle continuité dans tous vos beaux projets. Merci, Mme Roussel, ça me fait plaisir.